Vous nous rejoignez sur Congo Buzz au sommaire de cette édition. Un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI Kingabwa pour évaluer l'état d'avancement des opérations d'inventaire et des contrôles de la fonctionnalité des matériaux électoraux. Et puis les chauffeurs des taxis-motos victimes des tracasseries routières à l'égard des policiers véreux sont contents de la décision prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience Brigitte Nygaard Marcussen, nouvelle représentante spéciale du Royaume de Danemark pour la région des Grands Lacs et Sahel, lundi 5 mai à la Cité de l'Union africaine. L'entretien a porté principalement sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Images et commentaires. Membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Royaume de Danemark compte jouer un rôle équilibré, constructif dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC et participer aux efforts de restauration de la paix durable dans l'est du pays. C'est dans cette optique que s'inscrit la visite à Kinshasa de la représentante spéciale du Royaume de Danemark au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Grand Lac et le Sahel, Brigitte Nygaard Marcussen. Reçue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi 5 mai à la Cité de l'Union africaine, Brigitte Nygaard, qu'accompagnait une forte délégation danoise, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi sur le contour de la situation sécuritaire du pays dans le but de mieux appréhender la problématique liée à la guerre dans l'est de la RDC. Nous avons eu une discussion très intéressante, très importante, liée à les processus, les solutions politiques qui sont là maintenant. Il y avait des discussions à Doha, il y avait des discussions à Washington, il y avait des processus aussi pour part de l'Union africaine et nous, comme de Danemark, quand on veut jouer un rôle constructif pour voir la paix. Nous avons discuté comment est-ce que la société internationale, comment est-ce que nous pourrions jouer un rôle positif et constructif. Brigitte Nygaard a également évoqué dans ses propos les recommandations du Conseil des Nations Unies faisant suite aux résolutions de février 2025. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails le travail politique ou diplomatique, mais nous travaillons durement au niveau de New York pour assurer une résolution de février cette année même où il y avait des recommandations de conseil très très claires liées à la situation dans la sous-région. Chaque partenaire, on peut voir dans la résolution, chaque partenaire a des tâches, le vrai travail à faire et nous avons aussi discuté et le Danemark a travaillé aussi durement pour assurer qu'on discute aussi la situation humanitaire de la région de l'Est de votre pays parce que c'est très préoccupant. La RDC et le Royaume de Danemark entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. De la liberté de la presse, le président Félix-Antoine Tshisekedi a défendu lundi 5 mai les partenariats stratégiques en cours de finalisation avec les États-Unis axés sur la valorisation des minerais critiques, dénonçant des manipulations médiatiques et des campagnes orchestrées autour de ces dossiers. Il a réaffirmé son engagement à préserver la souveraineté économique du pays, propos recueillis par Eunice Atontou. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique,
concernant la valorisation de nos minerais critiques. À tort, un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Sont toujours dans le même chapitre. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a exprimé de vives préoccupations concernant la situation précaire de ses agents. Il a révélé que 60% de ses agents accusent jusqu'à 21 mois d'arriérés des salaires, conséquence directe d'un quotidien, d'un soutien financier insuffisant de l'État. On l'écoute. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication joue un rôle central dans la régulation des médias traditionnels, mais à l'ère du numérique, il est impératif qu'il comble le retard accumulé depuis près de 2 décennies, en rattrapant ce retard sur la régulation du digital. C'est une question cruciale, et cela passe par l'adoption d'une loi que nous sommes en train d'y travailler. Le CESAC ne peut pas se limiter à contrôler seulement le média classique. Il doit étendre son champ d'action sur les plateformes numériques où circule désormais la majorité de contenus informationnels. Cela suppose un renforcement structurel, notamment par la modernisation de son centre de monitoring, mais aussi à son dispositif d'alerte numérique qui en fait veille et lutte efficacement contre les fake news, qui garantit l'éthique des contenus et assure la traçabilité des informations. Pour cela, des formations continues et un véritable plan de renforcement des capacités doivent être mis en place. Mais pourtant, sur terrain, les agents du CESAC travaillent dans des conditions précaires. En dépit de leur engagement, l'institution, pourtant essentielle à la démocratie, demeure l'une des moins soutenues par l'État, presque oubliée, mais toujours plus sollicitée. Cet équilibre alimente des frustrations internes et des dysfonctionnements. Alors que depuis la signature du nouveau barème salarial depuis juillet 2023, 60% des agents cumulent 21 mois d'arriérés, tandis que 40% restants perçoivent des rémunérations précaires, faute d'application effective du barème. Une situation qui fragilise sérieusement la motivation du personnel d'une institution pourtant chargée, entre autres, à coordonner l'aide publique à la presse. Il est donc urgent que le pouvoir public prenne des mesures concrètes pour doter le CESAC de moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. C'est à ces prix qu'il pourra devenir un acteur de régulation efficace et véritable pilier de la démocratie numérique. Toujours en marge de la journée mondiale de la liberté de la presse, le professeur Jacques Joly était parmi les panélistes qui a focalisé son intervention sur le droit à l'information à l'heure de l'intelligence artificielle allais-je dire, vers une législation protectrice face à la désinformation, images et commentaires.
Le fleuve Congo Hotel a servi de cadre ce lundi 5 mai 2025 à la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ces temps de guerre d'agression rwandaise. C'est sous ces thèmes nationaux que le journaliste de la RDC a commémoré cette journée placée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis majeurs, entre autres sécuritaires et humanitaires, avec l'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs de 1-23 AFC, dont la partie orientale, où plusieurs villes et territoires du pays sont sous contrôle de l'ennemi. Le professeur Jacques Julier Sengekeli, rapporteur de l'Assemblée nationale et l'un des panélistes, a focalisé son intervention sur le droit à l'information et transformation à l'heure de l'intelligence artificielle vers une législation protectrice face à la désinformation. Nous avons été invités pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle dans le processus de production de l'information, dans la question de la liberté d'information, mais surtout comment notre proposition de loi sur le droit d'accès à l'information peut être un mécanisme pour justement éviter la manipulation, ce qu'on appelle les deepfakes, qui, n'est-ce pas, sont dominants aujourd'hui suite à cette irruption de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre énormément d'opportunités pour le développement de toutes les sciences, droit, médecine, y compris le travail du journaliste dans la recherche d'informations, mais ça peut être aussi un instrument dangereux des dérives. Voilà pourquoi il faut développer des mécanismes juridiques, des mécanismes administratifs pour lutter, n'est-ce pas, ou réguler ces domaines. Mais à la question de savoir comment contourner cette désinformation et quels sont les outils de régulation, le professeur Jacques Julier répond. Nous estimons que la loi de droit qui fixe les principes fondamentaux au droit d'accès à l'information permettra aux journalistes d'accéder aux vraies sources. Parce que si les journalistes ne parviennent pas à accéder aux vraies sources, il va avoir des difficultés et il peut être, n'est-ce pas, emporté par ces manipulations et autres d'images et d'écrits. Donc, pour nous, le cœur du système, c'est les journalistes qui doivent maîtriser les outils informatiques, mais qui doivent aussi être formés à l'analyse critique pour comprendre que les automates de rédaction, les images générées ou falsifiées, par son sens critique, par sa professionnalisation, il peut, n'est-ce pas, lutter contre ces fake news ou ces deepfakes ou ces cyber-trucages. Certains analystes avertis pensent qu'avec la grande mutation qui connaît le monde grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'IA peut arriver à dépasser l'intelligence humaine. Toutefois, le plus important est d'accompagner cette mutation en adaptant la formation de l'homme à l'évolution technologique. Comme annoncé dans les sommaires, un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI à Kingabwa pour évaluer l'état d'avancement des opérations d'inventaire et des contrôles de la fonctionnalité des matériaux électoraux. Objectif, s'enquérir de l'inventaire du matériel d'identification et d'enrôlement des électeurs. Reportage Esther Amissi. Au cours de cette visite, le président de la CENI a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales. Cette démarche proactive témoigne d'une volonté claire de tirer des leçons des précédents cycles électoraux en anticipant les étapes critiques. Je voulais faire un peu un état des lieux pour savoir comment les étapes de cette feuille de route sont accomplies. L'une des étapes les plus importantes est l'inventaire, l'examen des fonctionnalités de ce matériel. Ça nous permet de savoir, par exemple, en ce qui concerne les kits d'enrôlement,
de savoir quels sont les problèmes majeurs qui se posent. Depuis quelques semaines, le travail a été commencé et je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état. Bien sûr, il y a des cas de machines qui ne fonctionnent pas bien, qui ont des problèmes, qui sont en panne, ou parfois dont on ne connaît pas vraiment bien le problème. Ces problèmes sont en train d'être examinés. Nous avons une équipe des experts très outillés qui, à travers des logiciels, ils sont en mesure de déterminer le problème. Il y a aussi un examen physique qui permet de déterminer si les kits sont au complet ou non. Alors donc, c'est très important pour nous. Parce que ça va nous permettre de savoir combien de machines doivent être ajoutées, combien doivent être réparées. Ainsi, ça nous permettra même de déterminer nos besoins en termes budgétaires, etc. Donc c'est un peu ça l'idée de base. Les choses iront bien parce que nous avons commencé à temps. Contrairement au cycle passé, nous étions en train de faire un sprint durant un marathon. Cette fois-ci au moins, on a commencé le marathon à temps et nous allons bien évoluer. Donc je suis optimiste. La CENI, comme d'habitude, fait toujours sa part. Maintenant, si les moyens suivent, il n'y aura pas de problème parce qu'on s'y prend bien et on s'y prend à temps. Cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible. La première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, a effectué une visite de terrain au site de Mousséni au Burundi, accompagnée de Madame Angéline Ndayishimiye. Première dame du Burundi, Denise Nyakero Tshisekedi, s'est rendue auprès des Congolais qui ont fui les violences armées dans l'est de la RDC. On retrouve une fois de plus Esther Amissi. Un déplacement fort au-delà des frontières, parti à l'aube de Bujumbura par voie terrestre, la délégation congolaise a parcouru plus de 150 km sous la pluie, sur des routes tantôt asphaltées, tantôt poussiéreuses, pour témoigner de sa proximité avec les 17 853 Congolais installés à Mousséni. Ces familles viennent notamment de Uvira, Walungu, Bukavu, Sake, Kamanyola, Minova et Goma, régions durement affectées par les conflits. Sur les sites, les premières dames ont été accueillies par des chants d'enfants en Swahili et en Kirundi, dans une atmosphère de fraternité et d'espérance malgré les conditions précaires. Avec l'appui du FONAREV, la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a procédé à la remise symbolique de 612 tonnes de vivres et des produits essentiels. Ce don a été remis aux gestionnaires du site pour soutenir les besoins urgents des déplacés, dont 38% sont des femmes à risque, 31% des enfants non accompagnés et 4% des survivants de violences sexuelles liées au conflit, soutenus par les agences des Nations Unies, entre autres l'UNFPA et le HCR. Parmi les moments les plus marquants de cette journée figure l'hommage silencieux rendu à un enfant d'à peine 1 an, décédé sur les sites quelques heures avant la visite. Ce drame rappelle l'urgence et la gravité de la situation vécue par les déplacés. Le First Lady sont également visité la clinique mobile installée sur les sites pour dispenser des soins aux réfugiés. Dans son adresse publique, la première dame de la République démocratique du Congo a lancé un message fort: ne jamais abandonner ceux qui souffrent. La première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi et Angéline Ndayishimiye, première dame de la République du Burundi, ont aussi effectué une visite conjointe au centre d'accueil de l'ONG Fraternité sans frontières situé à Bujumbura. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la solidarité régionale en réponse à la crise humanitaire qui touche des milliers de familles congolaises déplacées en raison du conflit dans l'est de la RDC. Esther Amissi. Cette visite cadre de la solidarité régionale en réponse à la crise humanitaire qui touche des milliers de familles congolaises déplacées en raison du conflit dans l'est de la RDC.
Face à la montée des violences dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, l'ONG Fraternité sans frontières a procédé à la relocalisation provisoire de ses activités vers le Burundi afin de garantir un cadre sécurisé à plus de 300 enfants orphelins ou vulnérables accompagnés de leur encadreur. Lors de leur passage au centre, le Première Dame ont salué les efforts déployés par les équipes de terrain et ont participé à une remise symbolique des biens essentiels exposés à cet effet. Ce moment de solidarité a été marqué par des échanges chaleureux avec les enfants ainsi que par des chants interprétés par ces derniers en signe de reconnaissance et d'espoir. L'ONG Fraternité sans frontières, légalement enregistrée en République démocratique du Congo, agit dans plusieurs domaines d'intervention, notamment la protection de l'enfance, l'éducation, la santé, l'accompagnement psychosocial des groupes vulnérables, la réinsertion des enfants en situation difficile. Distinguée Première Dame, en arrivant au Burundi, elle a appris l'existence de cet orphelinat qui était installé à Kabare et dont les enfants ont été obligés, à la suite de cette guerre d'agression, de pouvoir se réfugier avec les responsables, avec le personnel et leurs familles, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour une assistance. Cette initiative conjointe entre la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi et la Fondation Bonne Action Umugiraneza vient renforcer les actions en faveur des enfants déplacés, tout en illustrant la coopération humanitaire entre Kinshasa et Bujumbura. Tout autre chose à présent, les députés nationaux Olivier Kabea, l'élu de la circonscription électorale de Bemba au Kasaï central, salue l'initiative de la loi proposée par les professeurs Mbata portant création de l'ordre des héros nationaux et de la présentation du rapport de la Commission de défense et sécurité sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Suivez. Il était question pour moi aujourd'hui de saisir l'opportunité qui m'a été offerte par l'Assemblée pour pouvoir plaider le cas d'un héros que nous estimons être héros. Le constat qui a été fait est qu'au niveau de la loi qui nous a été présentée par le collègue Mbata, cette loi se limite seulement à la reconnaissance de ceux qui ont été ou de ceux qui ont beaucoup plus milité dans le cadre sur le plan politique et militaire. Voilà pourquoi nous avons apporté des modifications, des propositions pour que l'aspect spirituel soit pris en compte. Parce que la cohésion nationale, le combat de nos pères spirituels doit aussi être pris en compte. Il était pour nous question de plaider pour que celui que j'appelle effectivement le souverain sacrificateur Kalima Mokwibu, qui a beaucoup plus milité pour l'unité, il a concouru pour l'unité au niveau de l'espace Grand Kasaï, c'est un leader spirituel. Il était question de porter ces combats pour que les collègues prennent en compte les combats de ceux qui ont préféré dans le débat pour être pris en compte. Honorable Olivier, aujourd'hui devant le perchoir de l'Assemblée nationale, vous plaidez pour que les sacrificateurs Kalima Mokwibu soient comme héros nationaux. Quelles sont les belles initiatives que vous avez en sa mémoire? Il y a beaucoup de mémoires que je peux évoquer aujourd'hui. Pour ne pas faire la comparaison, je peux sincèrement dire que le combat du souverain sacrificateur Kalima Mokwibu est à comparer avec le combat de notre prophète. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus lutté contre le terrorisme. Il a lutté pour lutter entre le Grand Kasaï lorsqu'il y a eu des secours entre le Kasaï et le Kasaï central. C'est parmi les gens sur qui le président de groupe s'est fait beaucoup plus appuyer pour maintenir l'unité nationale au niveau de la l'unité nationale. Un mot à l'endroit de votre vice-président député Kazama. Une occasion pour moi de dire à tous nos frères et sœurs, tous ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous portons aujourd'hui, que notre frère, notre sacrificateur soit pris en compte au niveau national. Sache que nous portons ce combat, nous allons nous battre pour que cela soit pris en compte et qu'il soit repris dans la liste de ceux qui seront honorés par le chef de l'État avec les ordonnances qui se feront après la communication de cette loi.
Pour lutter contre la tracasserie routière dans la ville-province de Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a instruit l'inspecteur général de la police nationale congolaise de procéder à l'arrestation de tous les policiers véreux et mafieux sur l'ensemble du territoire national. Jeunesse Léa pour le détail. Les embouteillages et tracasseries routières rendent la circulation dans la ville de Kinshasa difficile. Après plusieurs missions d'évaluation de comportement des agents déployés dans le carrefour de Kinshasa, l'inspection générale de la police nationale congolaise a organisé cet atelier sur le haut patronage du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, avec l'appui de la société Intelligence Global Consulting. Il consiste une étape cruciale dans notre démarche d'amélioration des performances et des capacités opérationnelles des unités de la PSR. Il vise non seulement à renforcer leurs connaissances sur le code de la route et la pratique des amendes transactionnelles, mais aussi de les appeler à la résilience en vue de divorcer avec les pratiques abusives et leur comportement déviant noté par notre population sur toutes les artères de la ville de Kinshasa. Parmi les participants, le cadre et commandant de la PCR, l'Association de chauffeurs du Congo, l'Association de conducteurs de moto, ainsi que les inspecteurs des lycées des PNC. L'objectif de ces assises est de redorer l'image de la police tout en améliorant la gestion du trafic et le respect de règles de circulation. Cette instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani enchante les chauffeurs des taxis-motos victimes des tracasseries routières à l'égard des policiers véreux. Ils ont réagi au micro de Genèse Léa. La police est dans le service télé. Elle sert à les communes, les policiers, dans la société, la commune, ils ont comme ça, ils sont forts. On peut comme la même temps, la police, Moula dit ça, le premier, la police union surtout à Kokanga. Et on a souci à te dire qu'on a awa, on va bien Kabatele. Kabatele, on a commis à Batakase, commis à Batakambata, à ta policier, à Moula Jité. L'État, il faut ça, on a essayé. À Kokanga, par rapport, ce qu'on a dans le documentaire, on a la Mikanga, on a les concrétés, d'autres Moula Mabé. Ça signifie qu'il va aller les temps pour sa mesure. Mais dans le moment où vous avez un peu de temps, on va faire par rapport au l'État, il faut que vous mesure. Peut-être que ça n'a pas policier pour la débarcation. On a mis dans Zéla, on a pas évité, on a fait un manigation, on a fait un En page internationale, nous voyageons au Togo chez Fort Gnassingbé, au Mali chez Ismaïla Konaté et au pays, donc le SAM chez Donald Trump. Les détails dans ces condensés de Chevalier Guess. Le dirigeant togolais Fort Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a prêté serment samedi 3 mai à Lomé comme président du Conseil des ministres, désormais la plus haute fonction du pouvoir exécutif, après une réforme constitutionnelle critiquée par l'opposition qui l'accuse de vouloir rester indéfiniment au pouvoir. Au Mali, des centaines de personnes ont manifesté samedi 3 mai à Bamako à l'appel d'une large coalition de partis politiques qui redoutent leur possible dissolution par la junte au pouvoir. Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice et des Droits humains, était sur France 24 pour évoquer cette actualité. Enfin, Donald Trump a reçu le mardi le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney, porté au pouvoir sur une promesse de tenir tête au président américain et à ses velléités d'annexion. L'objectif est aussi d'arracher un compromis commercial. C'est une rencontre qui pourrait s'avérer tendue. Fin de ce journal, merci pour votre attention et restez branchés pour la suite des programmes. Au revoir.